Donc, comment construire cela? Et je pense que la personne habile à le faire, c'est le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il a été victime de tous ces processus-là et pour moi, il est légitime et demain, il y aura la légalité également pour pouvoir parler au nom de cette construction. Très bien. Docteur Adjelou? Oui, moi, je voulais revenir ici à un certain nombre de choses. Hein. Ils ont parlé de réconciliation. Moi, je pense que c'est une expression qu'il faut bannir. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, n'a pas de problème de réconciliation. Après les élections de 2010, le président a mis en place un certain nombre de mécanismes qui nous ont permis d'achever la réconciliation autour de 2019-2020. Aujourd'hui, oui, on est engagé dans un processus de cohésion. Oui, là, on est d'accord, mais la réconciliation, il faut bannir. Je veux aussi dire que quand on veut construire un État, il faut l'adhésion de toutes les couches, surtout l'opposition. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Parce que c'est bien beau de dire que oui, le président de la République doit faire ça, le président de la République doit faire ça, le président de la République doit faire ça. Mais il faut aussi que l'opposition joue sa part. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a une opposition qui ne joue pas franc jeu. On a une opposition qui préfère se mettre en dehors du jeu républicain. On a une opposition qui préfère s'adonner à des actes de sabotage, à des actes terroristes. Je répète, à des actes terroristes. Il y a un certain porte-parole d'un parti de l'opposition qui m'a indexé directement, mais je veux lui dire que oui, les actes que ces militants ont posés sont des actes terroristes. Lorsqu'on planifie l'explosion d'une usine à gaz avec les conséquences qu'on connaît, oui, c'est un acte terroriste. Lorsqu'on va planifier à Yopougon de brûler des bus, l'objectif c'est de créer la terreur. Terroriste vient du mot terreur. Lorsqu'on a l'idée de s'aimer la terreur, de créer la terreur, oui, ceux qui le font sont qualifiés de terroristes. Donc, je l'attendais sur le plan des idées. Malheureusement, il est allé sur le plan des attaques personnelles. Bon, d'accord. Mais je pense qu'on aura l'occasion de faire le débat. Et ici, je ne vais pas lui répondre parce que il est un ami. Revenez aux enjeux politiques du nouveau quinquennat, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Je ne sais pas de qui vous parlez, la personne n'est pas sur ce plateau. D'accord. Je voudrais aussi dire qu'ils ont parlé de succession au RHDP. Au RHDP, calmez-vous. On n'a pas de problème de succession au RHDP. Moi, je pense que... Non, je pense que ce n'est pas un enjeu, pour le prochain quinquennat. Donc, ne dites pas ce que vous ne maîtrisez pas. Voilà, je voudrais m'arrêter là. Très bien. Arthur Banga? Ali, moi, je suis d'accord qu'il y ait une réflexion. Je suis d'accord que le premier responsable qui doit garantir la réconciliation, la cohésion, je suis d'accord, moi je pense qu'on est plus sur la question de cohésion, c'est le président de la République. Mais on ne peut pas lui conserver cette exclusivité-là. Il a la responsabilité, mais il n'a pas l'exclusivité. Qu'on ait une réflexion sur les élections, sur comment on fait pour avoir des élections beaucoup plus apaisées, c'est normal. Personne ne peut aujourd'hui dire qu'il a 200% satisfait des élections en Côte d'Ivoire. Parce que, quoi qu'on dise, il y a toujours des turbulences et cela. C'est peut-être la responsabilité du président de la République d'ouvrir le débat. Mais justement, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège du débat politique consacré uniquement par les partis politiques. Moi, justement, je veux qu'on sorte de cela. Bien sûr, les partis politiques font partie de l'activité citoyenne. Ils ont une place importante. On doit avoir ce débat, mais on doit aussi avoir un vrai débat communautaire. Un vrai débat qui sort justement des partis politiques, dans lequel les citoyens se retrouvent pendant une période pour que chacun dise ce qu'il pense de ce pays, que chacun dise ce qu'il pense des élections de façon constructive, que surtout, au-delà de la plainte systématique et souvent de mauvaise foi, parce que, Gaël, quand on lit tous, j'ai pas envie il y a des choses que j'ai envie de dépasser, mais vous devez arriver là-dessus. Quand on dit tous que l'article 48 du Code de nationalité de la Côte d'Ivoire, quand nous tous on le lit, on sait très bien que c'est limite M. Thiam. Mais tout le monde le sait. Mais pourquoi se victimiser quand on sait tous la vérité? Mais il y a aussi ça. Donc ça, c'est pas la faute à Alassane Ouattara. Si quelqu'un s'est naturalisé quand il avait 25 ans, c'est pas Alassane Ouattara qui l'a naturalisé. Et qu'il a attendu jusqu'en 2025 là, pour renoncer à sa nationalité. C'est pas la faute à Alassane Ouattara, c'est la faute à lui-même. Donc il faut qu'on ait cette responsabilité aussi de remettre chacun face à ses responsabilités. C'est pour ça justement qu'il faut sortir de l'engrenage du dialogue politique pour repartir vers un dialogue communautaire, vers un dialogue ouvert. Tu as parlé de cohésion, de construction de l'altérité. Tu vois là, quand je parlais de mon village de Bakro, où en pays Ani, les propriétaires terrains sont, comment on appelle ça, Ati, Baoulé et Malinké.
C'est ça qu'on doit revoir en Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est la responsabilité du chef de l'État. Et je pense que dans son programme, il faut lire le pilier 1. Il en a parlé. Et renforcer le rôle des médiateurs, renforcer le rôle des chefs traditionnels et de trucs. Mais moi, je pense qu'il faut un vrai débat qui parle de cela. Deuxième chose que vous avez dite, sur la sécurité en Côte d'Ivoire. Bien sûr, on le réussit, mais il faut rester vigilant. Mais cette sécurité en Côte d'Ivoire aussi doit aller au-delà de la responsabilité du président et toucher tout le monde. Je suis d'accord avec mon frère Adjelou. Quand vous êtes fâché, je peux comprendre qu'on soit contre quelque chose, mais de là à vouloir faire exploser une usine de gaz, et on me parle de prisonnier d'opinion, quelqu'un qui se lève, qui veut exploser Jacquesville, mettre un tiers de la Côte d'Ivoire au moins dans le noir. Vous me parlez d'opinion? Mais quand on passe sur ce précepte-là, quand on passe sur ce principe-là, moi, on force le débat. On doit tous se réunir unanimement et condamner des gens qui le font. On ne doit pas trouver d'excuses à des gens qui tuent un officier de gendarmerie qui a laissé sa famille, qui est allé au travail. Et on veut me parler des prisonniers d'opinion. Donc, il faut aussi ramener à tout le monde. Je vais terminer, pour ne pas être très long, sur la question, puisque la question a été posée, celle de la succession du RHDP. Mais moi, je ne veux même pas rester sur le RHDP. Moi, je reviens sur la notion de transition générationnelle. Parce que pour moi, l'un des enjeux de cette nouvelle élection, de ces 5 années qui arrivent, ce sont les jeunes et les femmes. J'ai passé ma journée avec les femmes d'Assouba, avec les femmes de l'organisation Impact Femmes d'Abosso. d'Abosso. Je vais vous sanctionner parce que... Non, la campagne n'est pas ouverte. Non, si... Je parle des femmes. Non, mais la AK peut attirer notre attention. Ali. Non, ne parlez pas de vos activités dans votre région. Ali, quand au moment de la campagne, vous le ferez. Il n'y a pas de souci. Quand je parcours la Côte d'Ivoire, Ali, pour être très honnête, à chaque fois que j'ai parcouru la Côte d'Ivoire, j'ai dit d'où je venais et quand je parlais avec elle. On est d'accord. Bien sûr. On est d'accord. Mais sauf que là, on a une période... Ok, je vous le conseille. Donc ça peut prêter à confusion. Je le fais à chaque fois. J'ai une question que j'ai envie de vous poser. À la suite du développement que vous venez de faire, qui est très intéressant du reste, est-ce que, justement, dans la perspective de cette recomposition générationnelle, ça fait partie des éléments qui vous ont poussé à vous engager? Mais bien sûr. Bien sûr, si le président de la République lui-même dit qu'il faut laisser la place aux jeunes, je ne vois pas pourquoi je vais me priver de ça. D'accord, je pense que c'est une opportunité. Au-delà de moi, c'est ce que je dis. On est dans un pays quand même qui a 77% composé de jeunes. Et aussi à moitié composé de femmes. Il est important que ceux qui nous dirigent soient dans la représentativité aussi de la population. Moi, je veux qu'il y ait plus de femmes. Et je suis très déçu qu'il n'y ait que moins de 10% de femmes qui soient candidates. Que la question des femmes ne soit pas assez posée dans le débat. Mais je veux qu'il y ait plus de femmes, qu'il y ait plus de jeunes. Et c'était un engagement présidentiel. Il s'est engagé à la transition générationnelle. Je pense à la transmission de transition générationnelle. Je pense que c'est son premier engagement, on verra. Les jeunes et les femmes doivent être au cœur de ce mandat qui arrive. D'accord. Au-delà des femmes d'Abosso. Très bien. Arthur, attention. À la fin, Wakili. Moi, je voulais dire que depuis 2016, au moins, ça parle de l'après-Ouattara et de la transition, la transmission et transition générationnelle. Depuis 2016, ça fait 9 ans et le président Ouattara est encore là. Mais en même temps, il en a été toujours conscient. Personne ne peut parier, jurer ici, sauf des devins qui lisent dans les pensées, que le président Ouattara, en 2010-11, n'était pas sincère ou bien pensait qu'encore aujourd'hui, en 2025, il serait en train de faire un autre mandat, en train de prêter serment. Donc, on peut avoir des inquiétudes pour l'avenir, pour le RHDP, tout comme pour l'État, au niveau de la continuité de l'État, mais on a une constitution qu'il faut appliquer. Le RHDP même a des tests qu'il faut appliquer lorsque des situations se présentent. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être beaucoup trop inquiet et d'insister sur l'après, alors que nous avons des tests, nous avons des hommes. 1. 2. Moi, je dis oui, le président de la République doit faire des efforts. Mais vous avez vu, au mois de juillet, avant qu'il annonce qu'il est candidat, on a appris, on était informé, le président Alassane Ouattara a appelé le président Laurent Gbagbo. Moi, je veux savoir si, parmi les leaders politiques, en dehors de la relation forte qui avait recommencé avant son descente, le président Bédié et le président Ouattara, je ne sais pas si le président Bédié était traité autrement, je veux savoir combien sont les leaders politiques d'envergure qui ont tenté de parler au président Ouattara, qui ont tenté de le rencontrer en dehors des courriers des partis politiques.
croyez-vous que le président Gbagbo, ancien président de la République, s'il demande à parler au président Ouattara, s'il demande à rencontrer le président Ouattara va refuser de le voir? Non. Les acteurs aussi peuvent être dans des postures politiques. Il n'a rien à faire, le président Ouattara, il n'a pas à demander à le voir, qu'il discute avec le PPAC, qu'ils aillent en dialogue. Lorsque l'on est dans ces postures-là, on ne peut rien obtenir aussi souvent. Parce que quand vous vous rencontrez, vous êtes obligé de vous parler, vous êtes obligé de discuter 30 minutes, 1 heure. Quelque chose peut aboutir, ça peut donner lieu à quelque chose, peut-être,